Merci de nous rester fidèles sur Médian TV Afrique et bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'indépendance du Sénégal, notamment politique et économique. Le 4 avril dernier, le pays a célébré le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une occasion pour nous aujourd'hui de jeter un regard sur le rétroviseur. Nous sommes avec le professeur Mbaye Thiam, archiviste historien. Merci, monsieur Thiam. Merci beaucoup. Bienvenue sur Médian TV Afrique. Merci beaucoup. Plaisir. Avec lui également le professeur Fatou Soussar, chercheur à l'IFON et directrice du laboratoire Genre. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Et si nous remontons un peu en avril 1959, période à laquelle le Sénégal et la République soudanaise actuelle Mali fusionnent pour former la Fédération du Mali. Elle devient complètement indépendante le 20 juin 1960 et Dakar est la capitale. Après les transferts de pouvoir convenus dans l'accord signé en France le 4 avril 1960, un déséquilibre économique et des rivalités personnelles provoquent le démembrement de la Fédération le 20 août 1960. Le Sénégal et le Mali déclarent leur indépendance et entrent séparément à l'ONU le 28 septembre 1960. Tout cela pour dire que le processus a été long, n'est-ce pas, Madame Sarr? Oui, le processus a été long. Je crois que le professeur Mbaye Thiam est plus habilité que moi pour revenir sur toute cette historicité et ensuite nous en apporterons notre analyse en tant que socio-anthropologue. Alors, Monsieur Thiam, Madame Sarr qui vous passe la main. Absolument, il a parfaitement raison. C'est un partage des rôles. Moi, je suis historien de formation, archiviste de fonction. Le processus est long. Il est parti d'ailleurs de beaucoup plus long que 1960. Parce qu'on oublie souvent que dès 1956, avec la loi cadre, il y avait des gouvernements locaux. Il y avait des assemblées locales et une assemblée fédérale qui réunissait l'ensemble des représentants des 8 pays de la Fédération de l'Afrique occidentale française. Le processus a été long parce que dès lors qu'on est rentré dans la phase de l'autonomie interne qui préfigurait l'indépendance à partir de 1950, un débat s'est imposé en Afrique francophone, notamment sur est-ce qu'on y va dans le cadre des groupes formés par les fédérations de l'Afrique occidentale française, en Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique équatoriale française, ou alors est-ce qu'on allait aller à l'indépendance par territoire. Et il faut dire que la tendance la plus forte chez les Africains, c'était d'y aller en groupe, pour constituer des groupes fortement représentatifs sur le plan économique et sur le plan politique. Malheureusement, la France qui n'entendait pas donner, qui entendait plutôt donner de la main droite et retirer de la main gauche, a travaillé avec des forces africaines à l'interne dans les territoires pour s'aborder les perspectives d'aller en groupe vers l'indépendance. Le Sénégal, qui voulait une fédération de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, a fini par décrocher une fédération avec le Mali et le Soudan à l'époque et la Haute-Volta. La Haute-Volta s'est désistée et finalement on est parti avec à l'indépendance entre la fédération du Mali, comprenant le territoire du Sénégal et le territoire du Soudan pour former le Mali, mais le ver était déjà dans le fruit. Les contradictions n'ont pas tardé à éclater pour faire en sorte que quelques mois après, les deux pays partent à l'indépendance séparément. Ça a laissé par contre des traces. Nous avons le même drapeau pratiquement. Et bizarrement, nous avons la même devise. Aucun n'a changé la devise. Il y a seulement l'étoile verte au milieu du jaune qui voilà, diffère. Absolument. Un peuple, un but, une fois. C'est la devise du Mali, c'est la devise du Sénégal. Et puis, nous avons des perspectives de retrouvailles peut-être ultérieurement qui feront que ce territoire qui englobait l'ancien empire du Mali devrait pouvoir trouver des racines historiques, des racines sociales et des racines politiques pour reconstituer le premier élément d'ensemble qui va fédérer plus tard l'Union économique et monétaire ouest-africaine et pourquoi pas la CEDEAO ou alors, comme disait Cheikh Anta, la Fédération de l'Afrique. Et nos grands hommes qui ont participé à tout cela? Oh, ils sont nombreux. Religieux. Ils sont nombreux. Si on devait les citer, vous avez la contribution des politiques, ce qu'on appelait à l'époque les élites. Les élites au sens intellectuel du terme. Les Senghor, les Mamadou Dia, les Valdiodio Ndiaye, les Joseph Mbaye, il serait très long de les citer. Il y avait les élites sociales, ceux qui étaient issus du mouvement syndical, c'est-à-dire le mouvement syndical comme les chemins de fer et Ibrahim Sarr. Il y avait les élites politiques de gauche qui n'étaient pas dans la mouvance de la perspective française, les Majmoud Diop et autres.
Et puis il y avait surtout ceux qui, entre 1880 et 1890, lorsque les monarchies sont tombées sous les coups de boutoir de la conquête coloniale, ont repris le flambeau, c'était les marabouts. Et à l'époque, quelqu'un comme Serigne Babacar Sy à Tivaouane, comme Serigne Fallou à Touba et Ablaye Niasse dans le Saloum ont joué des rôles déterminants dans le processus d'accès à l'indépendance. Et un marabout aura particulièrement joué un rôle central dans tout le processus des années 50 aux années 60, c'est Nourou Tall. Alors, Madame Sarr, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Oui, donc une fois qu'on a fait l'histoire du processus, c'est de nous arrêter pour nous dire, finalement, au bout de 58 ans, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin? Quelles sont les contraintes? Je dis que quand je regarde les indicateurs de 1960 aujourd'hui, mais forcément, il y a une évolution, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, puisque notre espérance de vie a augmenté, les mortalités infantiles ont diminué, la mortalité maternelle diminue, mais de manière extrêmement lente. Et je dis, les femmes, 3% alphabétisées en 1960, 37% aujourd'hui, c'est très lent, mais il y a quand même une évolution. La question n'est pas l'évolution, on ne peut pas rester sur place. Ça veut dire que du point de vue fondamental, dans nos orientations, vous avez parlé tout à l'heure, il a parlé de la France qui, en fait, nous a donné une indépendance sans une indépendance. Quand vous regardez l'essentiel des entreprises sénégalaises de 1960 aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont été contrôlées par les Français. Mais là, nous ne sommes pas surpris. Parce que quand on retourne au travail du professeur Samir Amin, il nous montre comment déjà le modèle colonial avait anticipé pour noyer toute velléité d'émergence d'un leadership économique africain sur place. Et cela m'amène à vous poser la question de savoir, c'est vrai que nous avons pris l'indépendance sur la forme, mais dans le fond, sommes-nous réellement indépendants? Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce serait trop trivial de dire oui ou non. Je vous dis sur le plan économique, le modèle colonial avait tout fait pour inhiber toute possibilité d'émergence d'une bourgeoisie locale économique. Et c'est pourquoi ils ont amené les Libano-Syriens qui ont contrôlé la culture de l'arachide, parce que la culture de l'arachide aussi, c'était le modèle d'extraversion de notre économie pour les besoins des huileries françaises. Ce que les Anglais ont fait aussi dans les pays anglophones en amenant les hindous, que ce soit en Ouganda, en Afrique du Sud, un peu partout. Donc, on ne voulait pas une émergence d'une bourgeoisie locale africaine. Et ça va nous poursuivre. Jusqu'ici, aujourd'hui, quand j'entends le président de la République dans le rapport entre le Maroc et le Sénégal, en disant où sont les entrepreneurs sénégalais, où sont les chefs d'entreprise sénégalais. Donc, nous devons regarder tout au long de l'histoire qu'est-ce qui a contribué à la difficile émergence de véritables chefs d'entreprise au niveau du Sénégal qui ne sont aidés ni du point de vue financier. Parfois, je me disais même, quand je faisais ma thèse sur l'entrepreneuriat féminin, je disais que l'environnement est hostile à l'émergence d'un entrepreneuriat local. Parce qu'un pays qui ne vit que sur la fiscalité, il n'y a même pas de moratoire pour permettre à ces entreprises de pouvoir avoir du souffle pour pouvoir se prolonger dans le temps. Donc la question globale pour nous, c'est aussi le modèle éducatif. On nous a donné un modèle éducatif qui était là pour les besoins de la France coloniale. On a formé des commis de l'État français, mais nous n'avons pas eu une formation de nos étudiants, de nos forces sociales, de nos enfants, pour pouvoir répondre aux problèmes du pays, mais dans une perspective aussi de développement. Et là, le problème, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une masse de jeunes qui sont allés dans les écoles, dans les universités, dans les institutions, mais qui ne répondent pas, en tout cas, aux besoins de travail, de l'emploi. L'inadéquation de la formation par rapport à l'emploi, il faut retourner à la manière dont le modèle colonisateur nous a légué un système que nous avons repris sans le questionner fondamentalement. Donc, sur le plan économique, ça pose un problème. Sur le plan de l'éducation, ça pose un problème. Or, ce sont ces deux éléments-là qui sont les éléments fondateurs pour le développement. Et je dis même notre agriculture. Notre agriculture basée sur l'agriculture sous pluie, le Maroc, qui aujourd'hui nous déverse un certain nombre de produits, a plus de quantité pluviométrique que le Sénégal. Nous avons plus d'eau que le Maroc. Mais le Maroc est capable de nous envoyer des agrumes, ce que nous ne pouvons pas faire. Et tout cela, c'est la réflexion sur laquelle il faut s'arrêter pour nous dire quelles sont les ruptures fondamentales
que nous devons avoir pour nous permettre de nous projeter vers le futur. Et ce qui nous a manqué, c'est cette capacité d'anticipation. Et je le disais sur un autre plateau de télévision, le Maroc a la chance d'avoir un souverain qui ne pense pas aux prochaines élections, qui a l'avenir devant lui. Parce que ce que le Maroc est en train de faire, c'est Hassan II, c'est depuis Hassan II qu'on a jeté les bases de ce que le modèle économique marocain est en train de nous présenter aujourd'hui. Mais nous étions dans des systèmes de querelles politiques, de groupes qui doivent, chacun à tour de rôle veut prendre le pouvoir, et ça a inhibé toute possibilité de réfléchir sur le long terme. Donc chacun réfléchit à la prochaine élection. La Banque mondiale et le FMI, qui nous ont gérés sur une vingtaine d'années, nous interdisaient de nous projeter sur un futur lointain. Nous avions des programmes triennaux. Donc tous les programmes d'ajustement structurel ne nous ont pas permis de voir venir ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes face à cette impasse-là. Mais peut-être que ce n'est jamais trop tard. La question, c'est quel est le type de leadership éclairé que nous pouvons avoir en nous appuyant sur les possibilités internes, parce que Dieu sait que nous avons des possibilités et des exemples existent. Le Botswana est là, le Rwanda est là comme un modèle extrêmement intéressant pour nous. Le Ghana aujourd'hui essaye aussi de se projeter d'une autre manière par rapport à ses relations avec les institutions de Bretton Woods. Donc ce sont ces questions-là. Heureusement, moi je suis très très optimiste. Parce que le Sénégal regorge de ressources humaines exceptionnelles et extraordinaires. Malheureusement, qui ne sont pas exploitées. Oui, mais la question, je dis que le rapport de force et les conditions sociales feront que forcément, nous arriverons à cela. La démocratie sénégalaise, il faut dire quand même qu'on a quelque chose de magnifique dans notre pays. Nous avons une stabilité et un modèle démocratique qui aussi repose sur notre histoire. L'histoire d'une spécificité politique au Sénégal, qui est un atout, et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'atout le plus formidable dont nous disposons, et je crois que demain ne sera plus jamais pareil par rapport au passé. Et je crois que malgré les limites que nous avons eues dans notre évolution, ce sont des leçons. Pour moi, il n'y a jamais d'échec, que des leçons apprises. C'est de nous asseoir, revenir sur toutes ces questions-là. Et je crois que le moment est propice. Demain, il ne pourra plus y avoir de gouvernement au Sénégal qui veuille faire ce qui lui plaît dans ce pays. C'est clair. Ça, c'est absolument. Et surtout, Madame Sarr est un peu revenue sur le modèle économique qu'on devrait adopter. Bon, là, nous allons revenir après sur la question. Mais côté démocratique aussi, c'est vrai qu'on peut se vanter d'avoir un pays très stable et qui est favorable au développement. Mais je voudrais bien que vous reveniez un peu par rapport à nos hommes religieux qui ont opté pour la politique de non-violence, raison pour laquelle le Sénégal est un pays de paix. Si la démocratie était un processus qui peut s'achever, on dirait que le Sénégal est un pays démocratique. Mais la démocratie, ce n'est pas un processus qui s'achève, c'est un processus continu. C'est un ensemble de conquêtes, de qualité de gouvernance, de relations entre pouvoir politique et société et citoyens, qui est donc continu. Tant qu'une société existe, c'est un processus continu. Par contre, ce qu'on peut affirmer en tant que chercheur, en tant qu'observateur scientifique, c'est qu'il y a des avancées extrêmement importantes dans les conquêtes démocratiques dans notre pays. Fatou l'a dit tout à l'heure, l'une des marques essentielles de notre pays sur le plan politique en Afrique, quand on regarde l'ensemble, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est-à-dire que les soubresauts qui ont perturbé l'évolution de certains pays, débouchant sur des guerres civiles, sur des guerres ethniques, sur des guerres religieuses, sur un ensemble de troubles, n'ont jamais été connus au Sénégal. Or, ça fait 58 ans quand même qu'on est laissé à nous-mêmes et que nous tenons la bride du cheval, même si on a tendance souvent à perdre pied. Mais cela aussi, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. Nous vivons sur le même espace africain. Si cela s'est passé chez nous et pas ailleurs, c'est parce que nous avons une évolution historique, une trajectoire historique, comme je dis souvent, différente de celle des autres. Et j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur le rôle des religieux dans tout ça. Les religieux, c'est à ça que je viens. C'est-à-dire que notre trajectoire politique a fait que, entre 1854, début, mais vraiment prégnant, de la conquête coloniale et des guerres de résistance, et 1890, quand Albouri est parti, l'un des derniers résistants du Jolof en mai 1890, dans cette période a émergé un nouveau type de leadership qui a repris le flambeau. Je rappelle souvent que quand Faidherbe est arrivé au Sénégal en 1854, c'est l'année de naissance de Seydi Hadji Malick et de Cheikh Ahmadou Bamba.
On les fait naître entre 54, 55 ou 53. Ce n'est pas gratuit. Et quand nous arrivons à la fin des résistances, ils sont dans l'âge de maturité et de mise en œuvre de leurs projets socio-religieux. Ce n'étaient pas des projets religieux, des projets socio-religieux. Et quand l'aristocratie tchèdo est tombée, faute d'armes et de puissance militaire, une certaine élite nouvelle est apparue. Et comme tous les pays et peuples organisés ont toujours besoin de leadership, les populations se sont accrochées au leadership des chefs religieux qui ont pris le flambeau sous une autre forme de résistance de type culturel et religieuse. Et nous avons eu également une caractéristique principale, c'était des religieux d'ordre sunnite, pour qui l'islam participe de sa première définition, la salam, la paix, la concorde, la convivialité, le vivre ensemble. Et ils ont réussi à transformer les projets politiques moribonds sous l'autel de la conquête coloniale en projets socio-religieux. Et l'une des critiques sociales, sociologiques les plus virulentes des années 1890-95 a été faite par Seydi Hadji Malick dans ses écrits de jeunesse, où il a passé au crible la société sénégalaise dans sa dimension religieuse. C'est cela qui lui a permis de créer, non pas de créer, mais d'instruire un modèle sur la base de l'inspiration de Cheikh Ahmed Tidiane et de Cheikh Omar, qui était un modèle sociodynamique d'équilibre, fondé sur les valeurs de l'islam en relation avec nos valeurs sociales. Et c'est ça qui a donné le poids, non pas aux marabouts, mais au modèle confrérique sénégalais qui, en tirant parti des réalités et des caractéristiques sociologiques des Sénégalais et des apports de l'islam, a construit un modèle d'équilibre, de tolérance, de convivialité et de bien-être qui ont fabriqué un Sénégalais qui est un Africain, comme les autres Africains, mais qui a une trajectoire politique différente. Et ça, les marabouts, c'est un rôle qu'on ne leur a pas suffisamment reconnu parce qu'on ne l'a pas suffisamment étudié, mais surtout, on ne l'a pas suffisamment socialisé, dirait Fatou, c'est-à-dire faire comprendre que les confréries sénégalais sont nés et se sont développés dans un contexte où le pouvoir était à terre, le pouvoir politique. Les marabouts ont récupéré ce pouvoir politique et l'ont coloré religieusement et socialement et ont pris le relais. Et les populations qui avaient besoin de leaders comme partout ailleurs, toutes les populations du monde, dans toutes les périodes, ont besoin de leaders. Quand ils n'ont plus vu Lat Dior, ils n'ont plus vu Albouri, ils n'ont plus vu Samba Yaya, ils n'ont plus vu Madiodio, mais ils se sont accrochés à Seydi Hadji Malick, ils se sont accrochés à Mame Cheikh Ahmadou Bamba, ils se sont accrochés à Cheikh Abdoulaye Niasse, et pratiquement, il n'y a pas eu de rupture de leadership. Il s'est transformé avec des caractéristiques qui impriment à notre société aujourd'hui politique des démarches dans lesquelles il est impossible d'exclure ceux-là qui ont permis pratiquement la continuité historique. Ce qui montre d'ailleurs leur importance dans la société sénégalaise. Absolument, absolument. Notre pays est un pays profondément religieux, profondément pratiquant, profondément croyant, profondément attaché aussi à son histoire d'avant l'islamisation, et qui fait que nous sommes une société de syncrétisme, une société hybride qui a tiré parti du meilleur de ce qu'elle a produit en tant que société autonome jusqu'à l'arrivée des colonisateurs, qui a traversé la colonisation et qui a pris de la colonisation ce que 150 ans de cohabitation imprime à chaque peuple quand il rencontre un autre. Mais aujourd'hui, nous construisons un système politique dans lequel le leadership politique est revenu aux politiques, certes, mais la médiation sociale qui maintient la société en équilibre appartient et appartiendra encore pour longtemps aux leaders religieux, parce qu'ils ont réussi à se créer un créneau d'autant plus important que c'est un créneau stabilisateur des contradictions sociales, mais c'est un créneau aussi dont les racines sont d'autant plus profondes que c'est des racines religieuses. Et le rapport à Dieu de l'homme, mais ne se terminera que quand il n'y aura plus d'hommes sur terre. Et bien évidemment, un processus auquel ont participé des femmes. Oui, je crois que les femmes au Sénégal ont participé à toutes les luttes qui ont existé, toutes les luttes. Et je rappelle toujours que la première force de résistance que le colonisateur a eu à affronter avait à sa tête une femme. Parce que la colonisation s'est ouverte au nord,
au Waalo, c'était une femme qui était à la tête de ce royaume, c'est Ndaté Yalla Mbodj. Et j'ai dit que les femmes tiennent le fil de la résistance d'un bout à l'autre, du point de vue spatial et temporel. Absolument. Au nord, c'est Ndaté Yalla, et c'est la dernière personne déportée, c'est Aline Sitoé Diatta au sud, au niveau de la Casamance. Donc les femmes, on était dans un système politique tchèdo, où la femme avait un statut et jouait des rôles de ministre du Trésor. Quelque part, les Linguère, en tout cas au Waalo, ont contrôlé les biens familiales de la famille royale. Mais en même temps, après la colonisation, c'est la colonisation qui a mis les femmes dans une parenthèse. Parce que le modèle qui nous a vaincus était un modèle rétrograde, en retard par rapport à ce que nous étions. Parce qu'il leur a fallu attendre presque 90 ans, 89 ans pour daigner donner le droit de vote aux Françaises, alors qu'ils ont vaincu un peuple qui avait à sa tête une femme. C'est ça notre histoire. Maintenant, la parenthèse coloniale, les femmes n'ont pas désarmé, elles ont contribué aux côtés des hommes à toutes les luttes pour l'indépendance. D'ailleurs, même pour avoir le droit de vote, les femmes l'ont arraché. Parce que la France qui nous a colonisés donne le droit de vote aux Françaises en 1944 et aux législatives de 1945, décide que seules les Françaises de souche allaient voter dans les 4 communes, parce que les 4 communes du Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, avaient le statut de citoyenne française. Mais les femmes ont menacé de passer sur le cadavre des Français, ce qui a obligé la France à changer son article fait au mois de février pour en prendre un autre au mois de mars et donner le droit de vote aux femmes. Elles se sont alliées, quelle que soit leur divergence, par rapport à cela. Donc, en réalité, les gens, pour moi, font de très mauvaises analyses en disant que les femmes ne font que du folklore. Ce n'est pas cela. C'est parce que privées de leur droit de participation à la politique, elles ont, à travers les hommes, voulu continuer leurs actions politiques qu'elles avaient dans le système tchèdo, dans le système précolonial. Et je ne vous coupe pas pour montrer même que ce n'est pas une affaire de folklore. On cite même l'exemple des femmes de Nder. Voilà, les femmes de Nder, c'est bien avant. Bien avant, c'est 1820. C'est-à-dire quand c'était dans les guerres entre royaumes, entre le Trarza au nord et le Fouta de l'autre côté. Donc c'était une guerre où le braque qui a été défait au mois de février avec toute son armée est allé se faire soigner à Saint-Louis. Les ennemis ont pensé que la capitale était vide, ils sont venus attaquer. Les femmes se sont déguisées en hommes, les ont repoussées. Mais à court de munitions, sachant qu'elles allaient être des prisonnières de guerre, et c'était assez dur d'être une prisonnière de guerre, elles ont préféré se suicider. Mais ce n'est pas la seule fois où les femmes se suicident dans le Waalo. Toute notre histoire est jalonnée d'actes de bravoure, de femmes épouses de braque, parce que c'était des familles qui se battaient. Une femme a préféré se suicider dans l'espace où se trouvaient les munitions de son mari et les réduire en poussière, plutôt que son mari utilise ses munitions contre son propre frère. Donc, elles ont toujours posé des actes de bravoure. La mort, dans ce système-là, n'est pas conçue comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que, comme je disais, c'est le code d'honneur. Face à la mort, en tout cas face au déshonneur, c'est la mort qui est préférable au déshonneur. C'est ça, contrairement à nos constitutions d'aujourd'hui. Nos constitutions d'ailleurs, c'était des codes qui n'étaient pas écrits, comme peut-être l'Angleterre, mais que les gens respectaient. Alors, pendant la période de l'indépendance, les luttes pour les indépendances, les femmes ont été là. Ousmane Sembène l'a magnifié dans le bout de bois de Dieu, où la grève des cheminots de Dakar-Bamako, c'est les femmes qui ont joué un rôle déterminant. Elles l'ont fait aussi à Grand Bassam. En 1949, quand les militants du RDA ont été arrêtés, les femmes ont marché d'Abidjan à Grand Bassam et surtout, elles ont asphyxié le colonisateur en refusant de leur vendre des légumes et des produits, du cru. Et ils ont été obligés de céder. Et quand on va regarder, toujours, il y a un excellent film de Diabou Bessan sur les moments de l'indépendance. Ces femmes-là ont créé l'Union des femmes sénégalaises parce que leur mari était cerné de toutes parts. Donc, sous l'astuce d'une organisation de femmes, c'était une organisation politique. À l'époque dirigée par Jean-Martin Cissé de la Guinée, parce que c'était l'ensemble de la sous-région. On était dans cette grande vision de l'Afrique occidentale française. Alors, donc ces femmes-là ont joué le rôle, et il y a une qui est toujours vivante, Awagaï, avec qui j'étais sur le plateau il y a quelques jours, qui expliquait comment c'est elle qui faisait les affiches, c'est elle qui collait. Donc, quand les maris étaient neutralisés, c'est les femmes qui sortaient pour faire le travail. Donc, elles allaient en Chine, elles allaient en Union soviétique. Donc, c'était des femmes politiques et politisées, très bien formées. Donc, elles ont donné leur part et leur partition
dans les luttes pour aller vers les indépendants. D'ailleurs, quand on parle des porteurs de pancartes de 1958, elles étaient là. Elles étaient les plus nombreuses d'ailleurs. Toujours. Maintenant, à l'indépendance venue, on va peut-être y revenir, les femmes ont été effacées. Et de quelle manière? C'est une très bonne question. Mais dans tout cela aussi, c'est vrai qu'il est essentiel quand même de parler de l'économie du Sénégal parce que les différents chefs d'État ont tous contribué, chacun avec sa vision, mais toujours dans le souci d'asseoir un État paisible, démocratique et émergent. Restez dans le débrief, on revient tout de suite pour la seconde partie. Voilà, vous êtes toujours dans le débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans la seconde partie. C'est vrai que nous avons parlé tout à l'heure de l'aspect économique, mais avant d'y revenir, parlons d'abord de l'aspect politique, de l'hégémonie du Parti socialiste au pluralisme et au final la démocratie. Le Sénégal a fait des avancées majeures, s'illustrant même comme étant une vitrine de la démocratie en Afrique, on le disait. Mais la bataille fut rude pour en arriver là aujourd'hui, n'est-ce pas, professeur? Ah oui, mais parce que c'est une bataille de conquête politique. En politique, rien n'est donné. Donc rien ne peut être facile. C'est le peuple qui a des ressentis, qui exprime des besoins par rapport à ses problèmes. Les leaders récupèrent ces ressentiments, les transforment en projets et se battent avec un pouvoir sur place. Déjà, on revient à une date où, pour parler de l'état d'urgence qui est proclamé le 11 juin, et Senghor qui prend conscience de la nécessité de démocratiser le pays. C'est parti de beaucoup plus loin. C'est la crise économique qu'on a traversée dans les années 70 relativement à la sécheresse, la prolongation de la crise de mai 68 au Sénégal, où les étudiants, les syndicats, les intellectuels sont descendus dans la rue, qui ont poussé, qui ont donné le premier coup de boutoir à la continuation de la politique coloniale que symbolisait le régime de Senghor. Parce que sur le plan politique, comme sur le plan économique, il faut toujours considérer que quand on accède à l'indépendance, sous quelque forme que ce soit, on ne peut, dans un système d'indépendance, prolonger le régime colonial. Parce qu'au plan politique, comme au plan économique, un régime colonial est toujours un régime extraverti. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur le plan politique, par exemple, nous avions des institutions françaises. Est-ce qu'à l'indépendance, nous nous sommes arrêtés pour dire est-ce que nous pouvons maintenant qu'on est indépendant, continuer à gérer le pays avec des institutions étrangères qui s'appellent République, Présidence de la République, Assemblée nationale, pouvoir judiciaire. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il va falloir faire un mix de ce que nous avons connu avant l'intervention française, de ce que nous avons connu durant la cohabitation avec le système colonial, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour enrichir le modèle politique sénégalais? Parce qu'on ne l'a pas fait, on a continué sur un schéma qui, quelle que soit la durée, ne peut pas produire ce qu'on attend d'elle. De la même manière que, comme disait Cheikh Anta, on ne se développe pas avec la langue d'autrui, on ne peut pas se développer avec les institutions d'autrui. Et je pense que la rupture avec le système colonial, qui dans toutes les sociétés signifie un nouvel ordre et un nouvel processus à partir d'une nouvelle vision, n'a pas été faite. On a continué politiquement sur le modèle colonial à gérer un pays qui avait maintenant non plus des perspectives coloniales, mais des perspectives nationales, pour ne pas dire nationalistes. Et dès lors, il y a eu tout de suite un hiatus. C'est pourquoi les Sénégalais n'ont pas compris, dans leur écrasante majorité, la tendance senghorienne à travailler sur le culturel et la culture au point d'oublier un ensemble de besoins que le système colonial avait comprimés. Ici est ajouté des crises économiques, la sécheresse, des crises sociales, mai 68, dont le Sénégal a été un précurseur en Afrique, et un ensemble d'autres éléments qui ont fait que, tout de suite, à partir des années 70, on est rentré dans un schéma de crise qui ont poussé progressivement Senghor vers la porte. Or, comme il disait toujours, depuis qu'il est entré en politique, qu'il y est entré par hasard et qu'il n'avait jamais vocation à être un politique, cela a facilité la conjonction avec sa philosophie pour le pousser à installer sur le fauteuil présidentiel Abdou Diouf et à s'éclipser le plus subtilement pour retourner à ses premières
préoccupations d'ordre philosophique, d'ordre littéraire. Et avec tout cela, comment analysez-vous les différents régimes qui se sont succédés? C'est vrai que M. Senghor a été le père fondateur, Abdou Diouf a repris le flambeau, Abdoulaye Wade est venu en bâtisseur et Macky Sall qui continue le travail qui a été déjà commencé par Abdoulaye Wade. Pour nous, historiens, l'une des synthèses les plus faciles à partager par la majorité des historiens, pour ne pas dire l'unanimité, c'est que tous les régimes qui se sont succédés en Afrique de l'Ouest francophone et singulièrement au Sénégal sont des régimes de continuation du système colonial sous le prisme d'indépendance. C'est pourquoi cette contradiction, Fatou aime bien le mot contradiction dans ces années, tant qu'on n'aura pas levé cette contradiction, on ne pourra pas atteindre ce que l'on appelle le développement, même si ça doit passer par l'émergence, qui est une étape qu'on n'a pas suffisamment expliquée jusqu'à aujourd'hui. Il faut, quand on développe un pays, on le développe dans un espace géographique qui a des contraintes, des avantages et des opportunités et des contraintes. On le développe à partir d'un processus historique. Quand on n'évalue pas un processus historique, on ne peut pas créer du neuf. On est toujours dans le processus. Or, l'indépendance, l'une des insuffisances des indépendances africaines francophones, c'est que rarement des pays se sont arrêtés pour faire le bilan de leur compagnonnage avec la France, faire le tri de ce qui peut être retenu de leur compagnonnage avec la France, pour le coller à ce qui est leur véritable réalité socio-culturelle et historique. Ce qui est très important. Ah ben, si on ne le fait pas, mais on tourne en rond, comme le chien qui mord sa queue. On a beau tourner en rond, mais on n'avancera pas. Maintenant, Fatou a raison de dire tout à l'heure, il y a des avancées, mais sur tous les plans. Sauf qu'elle cite également un auteur qui très tôt a fait en sorte que notre génération a découvert l'erreur qu'il y avait à confondre croissance et développement. C'est Samir Amin. Quand la Côte d'Ivoire des années 70 était un pays qui attirait tout le monde, on parlait de la Côte d'Ivoire, Samir Amin a dit attention, c'est de la simple croissance, ce n'est pas le développement. L'histoire lui a donné raison. La Côte d'Ivoire a connu la pire des crises, c'est une guerre civile. L'économie est allée au fond de l'eau pour réapparaître. Mais même là, les gens ne se sont pas arrêtés pour faire un bilan critique, accepter les insuffisances et repartir sur de nouvelles bases. Notre pays n'a pas connu cela parce que nous n'avons pas le même poids économique pour attirer suffisamment de convoitises, mais aucun pays au monde ne peut se développer avec la langue d'autrui, les institutions d'autrui, le modèle social d'autrui. Il faut construire un modèle endogène qui n'est pas un enfermement en soi. Ce n'est pas un ghetto. Le Sénégal ne saurait être un ghetto. C'est un pays ouvert sur le monde, mais à partir de sa propre histoire, de sa propre société. Partagez-vous ces arguments? Bien sûr, je crois que tous les chercheurs honnêtes diront la même chose. Nous sommes la plupart des pays africains, c'est-à-dire ce sont nos indépendances mal négociées ou les indépendances octroyées qui font qu'en réalité, nous sommes devenus, continuer à être les succursales de l'ancien empire colonial qui, sous sa forme qui l'intéressait, a réussi, à mon avis, à encadrer, à continuer à encadrer ces États. Je me souviens quand je faisais ma maîtrise en économie à Aix-en-Provence, j'avais un professeur qui nous avait en économie internationale et relations internationales. Et il nous disait que tous les chefs d'État qui ont été au pouvoir, c'est la France qui les a installés. Sauf un à l'époque qui les avait surpris, c'était Bokassa. Ils ont vite fait de le régler et de récupérer le système. Dites-moi, quel est le chef d'État du pays de l'Afrique francophone qui peut aujourd'hui être au pouvoir sans l'aval de la France? En tout cas, par rapport au passé et ce qui s'est fait. Maintenant, sur la trajectoire de chacun d'eux, je dis que Senghor, c'est un homme, pour moi, qui est très fascinant. Quand vous allez regarder Senghor, c'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir avec ce qu'il est, avec sa formation, avec son histoire. Mais les travaux de Senghor, les écrits de Senghor dans Liberté nous montrent que c'est quelqu'un qui avait une vision pour son pays, quoi qu'on dise. Moi, je retrouve tout son travail sur l'agriculture. Quand on lit ces textes sur l'empire de Ouagadougou, toute la philosophie qu'il avait du paysan, et Dieu sait qu'il a fait pour les paysans. À sa mort, ils ont témoigné. Il avait de l'anticipation en sachant qu'il y a
des périodes de soudure. C'est comme ça qu'il faisait des retenues pour le restituer. C'était profondément un paysan qui connaissait le problème du monde rural et qui a essayé à sa manière de le faire. Quand je regarde Senghor sur la politique de la femme, il nomme le même jour Maïmouna Kane et Caroline Faye, mais il nomme l'une qui est politique aux affaires sociales et l'autre qui n'est pas de son parti, il lui donne le ministère de la femme et lui dit qu'il faut travailler avec toutes les femmes parce que ce qui vous unit est plus important que le reste. Donc c'est quelqu'un, en réalité j'ai dit, quand je regarde l'histoire du mouvement social féminin, je me suis rendu compte que le Parti socialiste, nous avons eu un féminisme d'État de 1900 à 2000. Parce que la Fédération des associations féminines, c'est lui qui a instruit Anne Mbaye Derneville pour fédérer ces femmes-là. Les groupements de promotion féminine dans le monde rural, c'est encore le Parti socialiste. Et même le Conseil sénégalais des femmes, c'est Doudou Sine, idéologue du Parti socialiste, qui a inventé cela pour mettre les gens en place. Donc, c'était des gens qui réfléchissaient et qui planifiaient, en fait. Et d'ailleurs, Cheikh Hamidou Kane l'a dit dans un film dédié à Madame Maïmouna Kane. Il a dit, nous avons planifié et les jeunes et les femmes. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les ressources humaines de qualité. Au moins, il avait un objectif, c'est de former des ressources humaines. Maintenant, son échec sur le plan économique, il faut aussi le mettre dans le contexte des autres pays de la sous-région. C'était un contexte global, c'est l'agriculture qui pose problème avec la sécheresse, c'est la France qui nous a noyés avec du crédit, mais que nous avons mal géré. C'est là où les limites de la gouvernance économique, parce que c'était les ONCAD, etc. Et ces gens ont fait les détournements de l'argent. Ils ont détourné cet argent. Au lieu que l'argent soit injecté dans des secteurs véritablement créateurs de richesse, ils l'ont mis dans des sociétés nationales et finalement ça a été le fiasco. Et c'est vrai que c'est essentiel que les gens comprennent un peu ce contexte-là parce qu'on reproche assez souvent au président Poët d'avoir plutôt mené le combat culturel au détriment de l'économie. Je crois que c'était une caricature. C'est vrai que lui, il a voulu rendre à l'homme noir sa fierté d'abord. D'ailleurs, Walou Soyinka a fini par le reconnaître. Quand Soyinka lui dit le tigre n'a pas besoin de clamer sa tigritude, mais Soyinka a fini par reconnaître que Senghor a raison. Parce que de couleur noire, allez en France, nous tous qui avons été des étudiants, on vous renverra toujours à votre négrité. Quand vous êtes une femme, on vous renverra toujours à votre statut de femme. Donc je crois que finalement, Soyinka, à la fin de sa vie, il a mené ce combat culturel. Il n'est pas le seul aussi. Il faut prendre les Césaires, les Damas et autres. C'était toute une génération d'Africains qui arrivaient en France et qui voyaient qu'il y avait un problème par rapport à ça. C'est vrai que c'est sa dimension de poète, mais il a géré, à mon avis, un homme pragmatique aussi. Parce que je crois... Voilà, il y avait la quête de l'identité. Il savait que nous n'avions pas de ressources. Il a investi sur les ressources humaines. Et je crois que le Sénégal lui vaut cela jusqu'à présent, malgré les limites de tout cela. Bon, Abdou Diouf est venu avec la période d'ajustement structurel. La seule chose qu'il pouvait faire, on était sous les institutions de Bretton Woods, pour tout l'ensemble de nos pays. Il arrive au moment, je disais tout à l'heure, où les Africains avaient réussi à faire le plan de Lagos, qui était le véritable plan de développement pour notre continent. Mais les institutions de Bretton Woods viennent remettre tout cela, balayer tout cela, pour nous amener dans les programmes d'ajustement structurel. Et Abdou Diouf, il a été épuisé par cela, parce que 20 ans d'ajustement structurel, le peuple sénégalais, Dieu sait que le peuple sénégalais a été un peuple qui a réussi à encaisser. Les autres pays n'ont pas pu. Peut-être que la force d'Abdou Diouf, c'est peut-être Abdou Diouf, mais c'est le système social dont il a parlé, avec les marabouts qui étaient capables de garantir une certaine stabilité, une paix sociale. Tout cela a aidé le Sénégal à s'en sortir. Parce qu'il avait quand même à sa charge la restauration des grands équilibres macroéconomiques. Oui, parce que tout ce qu'on lui demandait, c'était ça. C'était de dire, oui, la balance commerciale. On a supprimé les internats, on a supprimé les subventions. Donc, on nous a mis dans un état inacceptable de gestion économique où on se saignait simplement pour rembourser des dettes qui sont des dettes injustes, qui sont des dettes absurdes. Donc on ne va pas revenir aujourd'hui sur le mécanisme de cette dette-là, qui n'est là que pour nous pomper, dont on ne sortira jamais. Mais Abdoulaye Wade, lui, il vient. C'était un type intéressant, Abdoulaye Wade. Parce que lui, il a le temps aussi d'appartenir à une génération qui s'est battue contre la colonisation. Et qu'on le veuille ou non, qui était un panafricaniste. On peut tout lui reprocher. C'était un nationaliste, c'était un panafricaniste. Et lui, c'était quand même la passion des grands travaux. Oui, bon, c'est sa logique économique. Donc, lui, il a écrit. Parce que lui, il faut regarder dans son livre, il a le destin pour l'Afrique. Il a eu le temps aussi de penser qu'est-ce qu'il devait faire. Sa politique sur les jeunes, ses politiques économiques, ses infrastructures, il les avait dit et il savait où il devait aller. Mais la tare d'Abdoulaye Wade, c'est qu'il n'avait pas la culture de l'État. Et c'est là, voilà un régime qui a mis à terre tout le système administratif.
et qui a amené le clientélisme politique à un niveau, on a toujours connu le clientélisme, mais le clientélisme clanique, je veux dire, du seul parti au pouvoir qui doit prendre tous les espaces. Et ce modèle-là a été continué parce que le président Macky Sall, c'est aussi un produit du président Abdoulaye Wade. Et sur ce plan-là, on ne connaît pas une rupture sur la manière dont on gère l'État aujourd'hui. Alors que sous Abdou Diouf, Abdou Senghor, on pouvait tout lui reprocher. Mais Senghor était un bon manager. Il nous a amené le programme Organisation et méthode. C'était un type méthodique. C'était un scientifique, quel que soit ce qu'on puisse lui raconter. Il ne travaillait pas comme ça au hasard. Alors maintenant, il nous a bâti une administration, il nous a bâti des ressources humaines, il nous a, sur le plan économique, ce n'était pas bon, même si lui-même a eu parfois des taux de croissance de 8,9% en 1976. Alors, mais seulement après l'année suivante, ça a chuté. La chance que nous avons aujourd'hui, je crois que c'est pour la 4e fois que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal où de manière continue, nous avons un taux de croissance, même s'il faut débattre après sur cette question de taux de croissance. Maintenant, la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est quel type d'économie avons-nous? Pouvons-nous laisser le Sénégal, l'ensemble des secteurs économiques, entre la main des étrangers? Même si on nous oppose qu'on est dans une période d'ouverture et que c'est la mondialisation, je dis, ah oui, les Européens ont fermé leurs frontières quand ça les arrangeait, ils les ont ouvertes quand ça les arrangeait, et quand ça les arrange plus, ils vont les refermer. Et la preuve, la Grande-Bretagne est en train de sortir de ce système. La preuve, Donald Trump a dit « Je ne suis pas d'accord, le tout ouvert à la Chine, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le faire ». Et dans toute l'histoire de l'humanité, le Maroc lui-même a eu à fermer ses frontières pour permettre à son artisanat, à son secteur de cuir, de pouvoir se fortifier et de se développer. Donc on ne peut pas opposer aux Sénégalais que c'est la mondialisation, ils vont vous ouvrir à tout venant. Ce n'est pas possible. Il nous faut responsabilité revient à nos gouvernements. Il nous faut, bien sûr, c'est le leadership politique, c'est la vision que nous devons avoir, c'est renforcer nos entrepreneurs locaux pour leur donner la capacité de prendre en charge un certain nombre de secteurs, de se faire de l'expertise et de pouvoir après aller avec d'autres. Sinon, on va être bouffé à tout vent par l'ensemble. Et maintenant, le problème, c'est que ça va amener des crises sociales. C'est-à-dire, y a pas, l'histoire est là. On a beaucoup de leçons du passé. Tous les pays commencent à s'y passer. Donc, le Sénégal a une certaine capacité de résistance parce que nous avions un modèle socio-religieux qui nous a aidés et nous a formatés pour pouvoir endurer. Mais ce modèle-là est en train de s'effriter. Parce que, comme je dis, les premières générations, les guides religieux, qui à eux seuls constituaient des symboles, ce système aussi va connaître des transformations et des évolutions. Alors, est-ce qu'ils ont la capacité, le nouveau système religieux en place, les nouveaux acteurs politiques, ont la capacité de leurs prédécesseurs d'influence de l'ensemble des acteurs sénégalais et ce leadership, ce charisme, pour pouvoir, en tout cas, les contenir dans une certaine orientation? Ce n'est pas sûr. Et la nouvelle génération qui monte n'est pas toujours aussi encadrée par ce système religieux. Surtout la jeunesse urbaine, qui est laissée à elle-même. Avec la décomposition des structures sociales, du modèle familial, il y a de l'école qui est en déliquescence. Il n'y a pas un encadrement de cette jeunesse qui aujourd'hui est laissée à elle-même, plutôt influencée par les médias sociaux. Ce que vous voyez aujourd'hui au Sénégal, parce que avant on contrôlait les radios et les télévisions, ce n'est plus possible. On a beau acheter l'ensemble des télévisions privées au Sénégal pour qu'ils aillent dans un sens, on a oublié qu'il venait de l'émergence, cette fois-ci, de nouveaux systèmes de communication qui ne sont plus contrôlables, parce que la mondialisation a aussi ses effets pervers. Alors c'est cette logique-là qui fait qu'il faut réinterroger le leadership politique. S'il veut demeurer aussi longtemps que possible, il doit obéir à des règles. Et par rapport même à ces règles, Madame Sarr, c'est vrai que vous avez parlé de leadership politique, mais j'aimerais bien que, professeur Thiam, vous reveniez un peu sur l'évolution du paysage politique au Sénégal. Déjà, nous assistons à une ère où on compte plus de 200 partis politiques ici au Sénégal, un nombre assez pléthorique. 300, vous êtes bien modeste. On parle de 299. Or, comme le ministre de l'Intérieur dit qu'il se crée depuis quelques mois une dizaine de partis par mois, il nous reste 10 mois pour aller aux élections, on sera peut-être 400 partis. Et à qui la faute? Mais à tout le monde. D'abord à la classe politique. Ce n'est pas une affaire de gouvernement. Il y a deux choses possibles. Soit on dit, on arrête de créer des partis,
tout le monde va crier haro sur la démocratie, ou on laisse tout le monde créer dans n'importe quelle condition, et à ce moment-là, on ne peut pas se plaindre. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ce que l'on déplore aujourd'hui a toujours été un problème et il a été pris en charge par les différents régimes. Quand Senghor est parti, il avait déjà créé, avant de partir, la théorie des 4 courants. De 3 courants d'ailleurs, après 4 courants. Les socialistes, les sociodémocrates et les communistes. Et là, on a plusieurs courants. Et puis, quelques mois après, quelqu'un a dit, nous, on est des conservateurs. On n'est pas dans vos 3. On a accepté. Mais il y avait 4 partis politiques, ou en tout cas 4 courants dans lesquels on peut... Des courants de pensée politique. Quand Abdou Diouf est arrivé pour dire tout le monde peut y aller, c'est l'ouverture totale et large, sauf que jusqu'à son départ, il y en avait une quarantaine. Il a fait 20 ans au pouvoir. Il se créait peut-être à ce moment-là 2 à 3 partis par an. Entre 2000, première alternance, et 2012, on se retrouve à 250 partis. Parce qu'on a créé un processus de gestion des sigles politiques à des fins politiciennes. Notre génération, Fatou et moi, n'entrions pas en politique derrière des sigles, mais derrière des idéologies, des visions politiques et sociales. On était progressistes ou réactionnaires, comme on disait. À l'intérieur du courant progressiste, on avait 2-3 courants dans lesquels on se situait tous. Et sur l'essentiel, on se rejoignait. Le nationalisme, le patriotisme, le progressisme et un certain nombre d'autres valeurs sociales africaines, la solidarité et autres. Or, aujourd'hui... Excusez-moi, ce qui est intéressant là-dedans, le professeur vient de me le citer tout à l'heure, il m'a dit il n'y a plus de courant. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus le républicain du libéraliste, on ne reconnaît plus les démocrates des autres, parce que tout le monde, c'est vrai qu'il y a des alliances contre nature qui se forment et on assiste à plusieurs formations politiques. Pour parler d'alliances contre nature, il faut d'abord savoir qu'est-ce que la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? Avant, on parlait de communistes, de libéraux. De libéraux. Alliance contre nature, moi je veux bien, mais quelle est la nature avant qu'il y ait une contre nature? Okay. Ça veut dire quelles sont les idéologies? Le mondialisme, en se créant, a insufflé dans les sociétés, notamment des pays du Sud, une idée extrêmement pernicieuse. C'est la mort des idéologies. Or, ça, c'est le travail du capitalisme. Les idéologies ne meurent jamais. Les sociétés humaines seront toujours constituées depuis toujours par des possédants et des non-possédants et une lutte de contradiction à l'intérieur de ce schéma. Les idéologies ne meurent pas. Mais si on arrive à gommer les idéologies, il reste quoi? Il reste les personnalités qui émergent sans sortir de nulle part et proposent non pas des projets, mais leur personne à la société. Nous, on choisissait en fonction des orientations idéologiques, de la vision sociale, de quelle société on veut construire. C'est pourquoi nous avons beaucoup réfléchi dans notre jeunesse sur l'école. Quel type d'école nous voulons pour faire quel profil de Sénégalais formé, éduqué, instruit, abreuvé à ses racines. Et là, vous venez tout juste de parler de vision. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Parlons même de vision. Comment analysez-vous ce discours servi par le président Macky Sall à la veille de la fête de l'indépendance? Mais c'est un discours qui obéit à une tendance qui est plus ou moins la même depuis l'indépendance. C'est-à-dire que la veille de la célébration de l'indépendance, le président vient conforter ce qu'il croit être des acquis du point de vue de sa démarche et annonce des perspectives toujours heureuses. On ne nous a jamais dit demain il fera, ce sera dur. On nous a toujours dit demain. Les gens de ma génération comme Fatou, Senghor nous a toujours dit l'an 2000 Dakar sera comme Paris. Et on s'est retrouvé en 2000 avec une alternance et on s'est rendu compte que pratiquement Dakar n'était pas comme Paris. On est encore loin de Paris. Mais il manque dans ce pays, une vision à l'intérieur de laquelle l'ensemble des courants devraient pouvoir trouver des convergences pour peu qu'on l'assoie, cette vision, sur notre histoire, sur notre sociologie, sur nos convictions, sur nos valeurs. Ce qui est très important, Madame Sarr, n'est-ce pas? Oui, mais moi je voudrais, sur les partis politiques, j'ai fait faire un mémoire en 2009 sur les partis politiques. En fait, on nous dit 299, c'est-à-dire c'est de manière mécanique les partis qui se sont inscrits depuis le début.
c'est tout, c'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que ce sont 299 partis politiques opérationnels et fonctionnels. En 2009, j'ai fait faire un mémoire de maîtrise par Lala Ansila Diagne, un excellent travail qu'elle a fait. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait 10 ou 11 partis qui pouvaient se justifier parce qu'on avait des critères, avoir été au moins à une élection législative, avoir eu au moins un député. Donc, on avait sorti un certain nombre de critères pour dire que bon, ce parti a pignon sur la place. Mais donc ça, on le met aussi dans la tête des personnes. Il n'y a pas autant de partis politiques au Sénégal. Certains sont morts, on ne les a pas effacés du fichier électoral. D'autres, parce qu'il y a quand même depuis 1981, je crois, il y avait un règlement sur le fonctionnement des partis politiques. Parce que les ministères doivent pouvoir les évaluer par rapport à tenir les réunions qu'ils traînent, leur congrès, leurs réunions, etc. Est-ce qu'ils ont un siège? Mais si on applique tous ces critères, on se rendra compte qu'on ne va pas avoir une cinquantaine de partis politiques fonctionnels. Le discours plutôt du chef d'État Macky Sall. Moi, je dis que le problème, comme Baye, je l'ai dit, le problème, ce n'est pas le discours. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Ce n'est pas ça le problème. Tous les discours ont pour ambition de faire le bilan des présidents et de proposer des programmes. Ce qui nous a importé, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire réfléchir au bout de 58 ans d'indépendance, comment nous devons nous projeter sur le futur. Quelles ont été les difficultés, quelles ont été nos contraintes pour que nous en soyons là, en tout cas que nos politiques économiques, publiques et sociales n'aient pas réussi à améliorer fondamentalement les conditions de vie des populations. Même si on nous dit que la richesse a été créée, je rapportais un indicateur, je dis que Dakar, je vois même des régressions. Quand je vois que l'utilisation du gaz dans les milieux urbains a diminué entre 2006 et 2013, parce que probablement les populations urbaines de plus en plus pauvres n'ont pas les moyens d'aller s'acheter de gaz et vont juste acheter le charbon ou le bois, y compris à Dakar. Donc, il y a deux doubles lectures. La lecture macroéconomique et la lecture des conditions de vie des populations à la base. Et Dieu sait que les indicateurs sont là pour le dire. Et là, les problèmes sont réels. On ne peut pas avoir un tiers de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Donc, c'est ça, ces problèmes auxquels je crois que sont les plus importants à regarder et peut-être multiplier ce type de débat pour voir comment nous projeter. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, le futur, c'est tout de suite déjà. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Nous voyons, juste, si vous ratez aujourd'hui votre entrée, c'est définitif. Parce que regardez, le Sénégal est en train d'être dépecé. Tout le monde nous dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique a toujours été le continent de l'avenir de tout le monde. Pour les forces de travail, l'esclavage, pour nos matières premières, aujourd'hui pour nos ressources naturelles. Et c'est comme si tout le monde doit venir prendre sa part, et tout le monde, sauf les Africains. Et c'est ça. Le débat est très intéressant, mais malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Je vous rappelle que nous avons partagé le plateau avec M. Mbaye Thiam, qui est historien et archiviste, et aussi le professeur Fatou Sawsar, qui, je vous le rappelle, est chercheur à l'IFON et directrice du laboratoire Genre. C'est vrai que nos dirigeants doivent s'attaquer aux réels problèmes qui intéressent l'Afrique. On en a parlé, c'était le débrief. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans un autre débrief sur Médian TV Afrique. Et un grand merci à la réalisation.